Mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue dans le point littéraire, votre rendez-vous hebdomadaire avec les mots qui éveillent, les vers qui résonnent et les voix qui portent notre imaginaire au-delà du quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une plume singulière, une voix féminine qui s'élève avec force et finesse dans le paysage littéraire camerounais. Anne-Rachel Aboyoyo, elle nous présente son nouveau recueil de poèmes. Eh bien, une œuvre à la fois intime et universelle où l'émotion se mêle à la réflexion et où chaque vers semble porter les battements d'un cœur en quête de vérité, de justice ou peut-être de revanche. À travers ces mots, Anne-Rachel explore les méandres de l'amour, les blessures du silence, les éclats de la mémoire et les élans de la dignité. Son écriture à la fois viscérale et maîtrisée nous invite à écouter autrement, à ressentir profondément et à penser librement. Restez avec nous pour cette conversation littéraire qui promet d'être aussi vibrante que nécessaire. Anne-Rachel Aboyoyo, bienvenue, bon après-midi. Bonsoir Foucault. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci, le plaisir est partagé. C'est vrai qu'on avait plusieurs plateaux à tourner depuis, mais bon, aujourd'hui enfin vous êtes là. Et ça fait plaisir. Comment est-ce qu'on se sent avec la présentation officielle, très récemment, de ce recueil de poèmes, La Revanche de la Menthe? Comment on se sent? Le sentiment d'avoir fait un pas? D'avoir marché un peu, justement? D'avoir accompli quelque chose? Le sentiment que la vie en vaut la peine, mine de rien? Voilà. On imagine bien que l'étape de la préparation, de la finalisation de ce livre, ça n'a pas été du tout de tout repos. Alors, c'est un travail éditorial. Il y a toute une maison d'édition qui s'active derrière. Après que l'auteur a fini son travail, le reste dépend plus beaucoup de lui en matière d'édition. Donc, moi, j'avais déjà fini ma petite affaire. C'était terminé. Voilà. Il y a eu la présentation du livre il y a quelques semaines avec la mobilisation, une mobilisation impressionnante. Déjà qu'on voit pas souvent ça dans les dédicaces, mais là il y a eu quand même du beau monde venu regarder, apprécier, échanger avec vous sur la profondeur, la quintessence de votre livre. Oui, moi j'ai assisté à des cérémonies de dédicaces des gens qui ont une place sérieuse dans le social et le gouvernemental, où il y avait 10 personnes, 15 personnes. Moi-même, la mobilisation m'a étonnée. Je crois que c'est une parole qui se fait de plus en plus entendre, qui se fait respecter et peut-être qui rafraîchit un peu. C'est pour ça que j'ai eu l'accompagnement. C'était vraiment un grand moment qui aurait pu me faire flipper en public gravement. Mais ça n'a pas été le cas. Et je suis contente d'avoir... On vous a vu très à l'aise. Vous savez ce qu'on dit dans la chanson chrétienne, religieuse, crainte au dedans, lutte au dehors, on va pas montrer ses trouilles comme ça, mais c'était un véritable moment pour moi et je voudrais dire merci encore à chacune des présences
qui m'a accompagnée à chaque souffle, qui continue de me porter, que je connaisse le souffle en question de façon incarnée ou pas. C'était un grand moment et vivement, je souhaite que ça recommence encore et encore. En tout cas, ça va recommencer, certainement. Vous êtes universitaire, vous êtes enseignante de formation, vous êtes auteur de Senteurs et Crépuscule. Là, c'était en 2011. Oui. Ça date un peu, hein? Oui, c'est mon premier livre, publié toute seule, parce que mes premiers textes, je l'ai publié dans le recueil de poèmes publié par Jean-Claude Awonon. C'est une sorte d'anthologie intitulée Bouquet des cendres, anthologie de la poésie camerounaise féminine d'expression française. Et puis, on est au sortir des années 2007 par là, et puis je fais mon petit chemin. En 2011, je publie Senteurs du crépuscule, que les gens ont trouvé relativement étonnant, parce que Senteurs du crépuscule, pour cet âge-là, c'était déjà... Ça augurait sûrement de quelque chose. Mais la vérité, c'est que de 2011 à 2025, il y a eu aussi Les Graines du Silence. Tout à fait. D'abord Crépuscule. Mais je fais mon chemin, et dans Senteurs du crépuscule, il y a toute la promesse de qui sera le poète ou la poétesse en question, et de comment sera l'écriture en question. Je crois qu'il y a toutes les promesses. C'est le livre qui me coûte jusqu'ici le plus cher. Parce qu'il me faisait naître au monde glorieux de l'écriture, au monde glorieux de la littérature, en tant qu'acteur majeur aussi, entre guillemets, et non seulement plus consommateur ou consommatrice. Vous avez donc décidé de mettre les pieds dans le plat. Il y a eu également en 2016 Les Graines du Silence. Toujours des titres assez évocateurs. Déjà Les Graines du Silence. Alors, Les Graines du Silence, Senteurs du crépuscule, pour moi, c'est le livre... de la survenue au monde. C'est-à-dire que quand je regarde avec du recul, j'ai le sentiment que c'est le livre du tâtonnement, de la recherche de soi, de l'attente d'une certaine humanité qui me semblait ne pas exister. Et puis, il y a beaucoup d'attentes dans Senteurs du crépuscule, que Les Graines du Silence vient relativement comblé. Il y a comme une sorte d'apaisement avec Les Graines du Silence. Il y a comme une sorte d'assaise, d'acceptation de soi, de l'autre, de compréhension de comment tourne l'univers, de comment on peut trouver son chemin au milieu de ça. Il y a ça dans Les Graines du Silence, la capacité finalement de se connecter effectivement à la matrice des choses, de se connecter effectivement à soi aussi, de rentrer dans une communion avec soi et avec les autres. Et je crois que c'est ce que balise Les Graines du Silence. Et on peut bien comprendre que ça réjaillisse plus tard, ce silence-là. Vous allez dire tout certainement que La Revanche de la Menthe, avec la première des couvertures, c'est peut-être le choix de l'éditeur, mais c'est quand même une première des couvertures qui mérite décryptage. C'est le choix de l'éditeur avec mon consentement, bien sûr. Naturellement. Alors, Donc, l'effet de sens recherché, déjà avec la première des couvertures, on voit bien des taches qui peuvent s'apparenter à du sang, on voit un peu de blanc ici et de rose là-bas. Tout cela, c'est un mélange qui a forcément du sens. Voilà, ça n'a pas manqué d'être réfléchi, ça n'a pas manqué d'être pensé. Le sang qui irradie à partir de ces écritures, de ces éclaboussures, l'univers entier, la terre comme le firmament, et qui va se diluant dans le rose parce qu'il rencontre le blanc, c'est qu'il y a une certaine idée de pureté qui est battue en brèche, il y a une certaine idée d'unité qui est battue en brèche. Donc on tache de blanc. Voilà. C'est cette idée-là de relâche devant l'unité qu'on voudrait donner à la relation amoureuse qui est battue en brèche, et puis avec La Revanche de la Menthe, le titre, tout en noir, sur ce blanc qui est déjà cassé, sur ce rose qui n'est pas vraiment rose, qui est du rose pâle, sur ce rouge qui n'est pas complètement rouge, qui est du rouge pâle tout aussi, il y a une idée de dilution ou de dilatation de quelque chose qui était comme une sorte de rhizome et qui va se dilatant pour produire autre chose, et dont La Revanche de la Menthe va amener sûrement à une autre utopie. Et si on parlait de la genèse de La Revanche de la Menthe, alors est-ce que La Revanche est une revanche littéraire?
c'est bien ça. La magie de la poésie, c'est que les mots sont si polysémiques qu'ils vous conduisent dans des univers que vous soupçonnez très peu. Si quelqu'un prend la revanche au premier degré en s'arrêtant sur les éléments paratextuels qui préfigurent du sang et une bataille sanglante au premier degré, il va penser qu'il y a effectivement deux femmes qui se battent pour qui s'étripent jusqu'au sang, qui s'étripent jusqu'au sang pour un homme. Ça peut ne pas forcément être un Don Juan, mais c'est un homme tout court. C'est un homme. Et ma foi, on va à l'hôpital, on trouve 10 naissances. Sur 10 naissances, il y a combien de garçons dont c'est comme si ça allait de soi que les femmes soient dans une situation de bataille les unes contre les autres pour avoir un homme. Mais bon, là, cette bataille-là, il faut bien la déplacer, il faut la resémantiser, il faut resémantiser la revanche de la menthe, parce que le texte déploie non pas une bataille ouverte entre des individus qui se disputent pour avoir une sorte de... J'ai envie d'appeler ça comme quelqu'un appelle le Graal. Déjà, donc, vous le dites dans le texte, voilà. Le Graal de l'amour. On peut penser ça, que c'est une bataille immédiate pour le Graal, mais non. C'est surtout une redimension, un redimensionnement de la manière de penser les relations amoureuses, qui donne le primat, cette fois-ci, à la partie cachée de la relation amoureuse, à la partie officieuse. La menthe, généralement, c'est l'élément perturbateur d'une relation qui va très bien. Elle est regardée d'une façon générale comme la briseuse de foyer. Alors, finalement, il faut préciser. Voilà, c'est qui la menthe? Ce n'est pas... Les personnages, il y en a 3 dans le texte. Et ils sont une représentation imagée de ce qui doit être en réalité. Donc la menthe, dans le texte, elle est la menthe, elle n'a pas de nom, c'est une voix. Oui. Et c'est la voix majeure du texte qui parle longuement avec, comme pour interlocuteur principal, l'amant dont le nom est Kamba. Ah d'accord, là maintenant... Et maintenant, il y a une autre voix plus diffuse, moins présente, qui est la voix de l'épouse. Et quand on lit le texte, en se rendant compte de l'atmosphère dans laquelle baigne le texte, on finit par avoir le sentiment que l'amante c'est l'épouse et que l'épouse c'est l'amante. Oui. Donc il y a un véritable problème de resémantisation dans le texte qu'il faut bien lire avec attention, parce qu'en plus il y a des trous dedans, laissés sciemment. Et puis il faut bien comprendre que la voix de l'amante est porteuse d'une autre utopie de l'amour. Celle que je considère comme la plus vraie, celle que je considère comme la plus humaine, celle que je considère comme la plus humainement réalisable. Oui. Voilà. Il n'y a pas donc de bataille ou de guerre pour un seul homme? Si. Ce n'est pas une bataille ouverte. Oui. C'est une bataille idéologique. Parce qu'en fait, le texte utilise la voix de l'amante comme la voix intime pour amener à l'universel une façon de penser qui n'a pas pignon sur rue. Parce que l'amante est la partie, j'ai envie de dire, méprisée de la relation amoureuse dans l'imaginaire populaire. Oui. C'est la briseuse de couple. Alors qu'ici, l'amante, c'est l'élément stabilisant. C'est l'autre réelle manière d'être heureux. En fait, c'est la seule manière d'être heureux quand on est dans la relation amoureuse. Qu'est-ce que le texte dit? Épouse-la, épouse-moi. Si tu l'épouses, tu m'épouses. Si tu m'épouses, tu l'épouses, impossible autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place pour quelqu'un seul, pour une femme seule, auprès d'un homme. C'est une multitude de féminités que l'homme traverse le long de sa vie et qu'il doit veiller à ne pas mettre sous le boisseau, quoi qu'il en soit. Rassurez-nous, il ne s'agit pas d'encourager la polygamie. Vous allez voir du début jusqu'à la fin du texte, je ne prononce pas le mot polygamie, je ne prononce pas le mot monogamie, parce que ce sont des systèmes. Et la particularité, merci pour cette question, elle m'intéresse beaucoup, la particularité de l'utopie que je déploie, c'est la prise en compte du vrai avant d'entrer dans le système. Les mariages tels qu'ils sont conçus de telle sorte que le système prime sur les affects. Alors que le soubassement de toute relation amoureuse doit être la propension à la passion. La réalisation pleine de la passion. Et puis je dis dans le texte quelque part,
pleine de la passion. Cela signifie qu'elle se dimensionne sur le temps. Si vous rencontrez une femme aujourd'hui, vous êtes très amoureux d'elle, Demain, c'est... il se pourrait, pas demain c'est trop proche, il se pourrait que dans 3 ans, vous ne soyez plus complètement amoureux d'elle. Et ce n'est pas pour autant que vous allez la jeter. Oui. Je dis dans le texte que la passion ne meurt pas, elle mue en douceur. Et donc, quand elle aura mué en douceur, vous aurez une amie, vous aurez une proche, vous aurez une sœur, vous aurez une compagne, et votre cœur, il aura besoin d'exister. Oui. Il faudra qu'il existe. Et s'il se met à exister à cause d'une autre femme, eh bien, vous la prenez. Vous en faites votre amante sans vous cacher. Sans que, à 20h, 21h, 22h, parce qu'elle a fait sonner votre téléphone, vous ne paniquiez dans votre maison, vous ne rentiez sous la table pour répondre sous la table parce qu'elle a osé dans la vous douche appeler. pour répondre au téléphone. Non, vous répondez devant sa sœur et vous lui dites « Calme-toi, tout va bien, je viendrai te voir le matin ou bien donne-moi 2 heures de temps, je m'occupe de ta sœur, j'arrive. » C'est envisageable. C'est absolument envisageable parce que c'est dans le fondamental de l'être humain. Et la revanche de l'amante, quand vous voyez, quand je dis ce n'est pas une guerre immédiate, c'est une guerre idéologique, c'est qu'on a jusqu'ici évolué dans un système de pensée qui fait des hommes des voleurs, qui fait des hommes des petits malfrats, qui fait des hommes et qui fait des femmes, bandits. Qui fait des femmes harpies, des femmes sorcières, des femmes égoïstes. C'est tout cela que je bats en brèche et que je voudrais mettre à nu pour qu'on revienne à ce qui est essentiel. Donc, pour répondre à votre question, la polygamie ou la monogamie, c'est déjà des systèmes de mariage qui doivent être revus, subsidiaires d'accord, à ce que moi j'appelle essentiel de l'amour, c'est-à-dire la passion. Et s'il fallait que je me prononce de façon formelle et systématique entre la monogamie et la polygamie, je vous dirais que la monogamie, elle est exceptionnelle. La polygamie est la loi. D'accord. Ça devrait être comme ça. Un break et on revient. Royal FM, MTN School offre 2025 bourses scolaires. Jusqu'à 2 millions de francs CFA, des laptops, des Mi-Fi avec 9 mois de connexion Internet offert et 1 an de chat GPT+, à gagner chaque semaine. Rejoins le secteur Yamo ou étoile 220 dièse, postule sur yamo.mtn.cm ou paye par Momo à partir de 5 237 francs ou étoile 126 dièse ou avec la nouvelle Momo App. MTN, partenaire officiel de la rentrée. Allez, merci d'écouter la radio. Nous recevons avec grand plaisir Anne-Rachel Aboyoyo. Son recueil de poèmes, La revanche de l'amante. Et puis quand on s'est séparés, il y a quelques secondes, elle nous disait quelque chose de fondamental. La polygamie, c'est la loi. La monogamie, c'est exceptionnel. Est-ce que toutes les femmes peuvent concevoir ce regard, cette façon d'apprécier les choses? Mais c'est ce à quoi sert l'écriture, c'est ce à quoi sert l'écrivain, à établir des balises. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui? Des manières de concevoir. Ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais on estime que les hommes sont moins nombreux que les femmes. Est-ce que cela veut dire que plusieurs hommes devraient en avoir un peu plus, 2 ou 3? Moi, je ne veux pas rentrer dans des données statistiques que je ne peux pas maîtriser parce que je ne suis pas Dieu. Même les statisticiens de réputation, qui vont dire ce genre de choses. Je ne sais pas s'ils sont Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vrai, c'est le fondamental, c'est le naturel. C'est la vérité première dans laquelle toutes les idéologies devraient aller puiser avant de se faire. Oui. Parce que la conception du mariage, quand vous me demandez est-ce que les femmes elles peuvent penser ça, elles vont l'accepter. On n'est pas, quand on est, c'est une petite prétention, mais que j'assume. Quand on est en cadre de conception, on conçoit le cadre de référence dans lequel les choses doivent se faire de façon normal. Et le cadre dans lequel les femmes sont actuellement, c'est un cadre qui a été planifié par une société dont l'essence est absolument capitaliste. Oui. Et vous voyez aujourd'hui, ces sociétés-là, elles sont en train de vous fabriquer un petit enfer qu'elles vous apportent, elles vous apprennent, quand je dis vous, je m'exclus totalement, elles vous apprennent à tolérer le lesbianisme, à tolérer... tous les écarts. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens sont allés fouiller l'infime, mais du côté négatif de la relation humaine. C'est dans la nature humaine première que l'homme soit le contenant de plusieurs types de liquides. L'homme est un contenant. On y met de l'eau, de l'huile,
des arachides, du riz. On met un peu de tout. L'homme est un contenant. C'est pour ça que vous allez voir que le personnage central, la voix masculine dans le texte, Kamba, c'est toute une symbolique autour de ce nom. Kamba, c'est la partie amovible, la partie inamovible du cerceau dans ma langue. Donc, autour de cette partie-là, viennent se greffer toutes les autres parties, à chaque fois renouvelées, qui permettent de grimper sur le palmier. Et donc, l'homme, c'est l'élément stabilisant. Est-ce que les femmes vont l'admettre? Elles ne vont pas l'admettre parce que je bouscule des potentats. Je bouscule un univers qui a pris plus de 700 ans a été établi, a été même consolidé. Voilà. Et avec toutes les raclures, je parle de la raclure qui est ordure dans le texte, avec toutes les raclures que cela peut entraîner. Et cet univers-là continue d'aller se renforçant, trouvant de nouveaux mécanismes pour se stabiliser. Mais ces mécanismes-là déshumanisent à tel point que il y a des gens comme moi qui ont le courage d'affronter la réalité en face. Je ne vous promets pas que je suis moi-même une amante, que je suis à mesure d'être pleinement une amante, mais c'est une utopie après laquelle je cours et que je voudrais apporter aux autres en leur disant, vous ne voyez pas que ce serait mieux de regarder par ici que de continuer de nous mentir à nous. Donc de savoir clairement que c'est difficile pour un homme de se contenter d'une seule. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous ai dit que la monogamie, c'est l'exception. Pourquoi ? Parce que je pars du principe biblique, moi je suis judéo-chrétienne, je ne peux pas faire deux pas sans dire que j'appartiens à Christ. Je pars du principe judéo-chrétien selon lequel, si vous lisez l'incipit du texte, ce n'est que le pasteur, c'est-à-dire l'évêque, c'est-à-dire le prêtre. Ce n'est qu'eux qui ont le devoir, selon la Bible, de n'avoir qu'une femme, parce qu'ils sont au service de Dieu à plein temps. C'est que Dieu est miséricordieux. C'est pour ça qu'il leur accorde un peu de temps pour aller être des hommes au service d'une femme et puis de revenir pleinement à son service. Vous avez dit d'ailleurs, vous avez dit d'ailleurs dans votre présentation du livre à la librairie des peuples noirs que seuls les hommes pauvres étaient effectivement monogames. Oui, j'y viens. Je termine en disant que l'évêque et le pasteur qui ne doivent qu'avoir une compagne, une compagne le long de la vie, c'est parce qu'ils sont commis à plein temps au service dans le temple. Ce sont des sacrificateurs. Maintenant, est-ce que tout le monde est pasteur? Sur 10 hommes, combien sont prêtres? Et puis les prêtres eux-mêmes, est-ce qu'ils sont mariés? Il y a plein de questions qui sont soulevées là. Donc, ce ne sont que ces personnes-là qui ont le devoir, qui sont commises, les personnes commises au service de Dieu à plein temps, qui ont le devoir d'avoir une seule femme. Le reste, franchement... Plusieurs femmes. Dites-moi, est-ce que vous êtes un homme, je vous prends un peu à témoin, est-ce que c'est possible une vie durant vous? Supposons que, prenons l'âge nubile, vous rencontrez vos premières amours, dans les coups de 17 ans, 18 ans par là. Peut-être un peu Peut-être un même peu un plus peu tard. plus avec, peut-être un peu plus tôt. J'ai envie de dire, avec la société que nous avons maintenant. Oui, et peut-être avec ceux qui ont une certaine éducation un peu plus tard. Mettons ça même à 30 ans. Vous allez de 30 ans, vous devez vivre environ jusqu'à 80 ans. Vous allez de 30 ans à 80 ans avec la même femme, sans avoir des yeux tendres pour une autre. Est-ce que c'est humainement possible, même pour monsieur le prêtre ou monsieur le pasteur? Bon, je suppose que dans les couples avant, c'était possible, hein? Quel couple avant? Quelle est la nomenclature de mariage pour l'Afrique traditionnelle? Comment on a démantelé cette nomenclature-là? Donc pour vous, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Ce n'est pas humain. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut sortir du mensonge qui fait penser que c'est une possibilité. Les femmes, elles savent que ce n'est pas possible. Et moi, elles m'amusent parce que pendant qu'elles savent que ce n'est pas possible, elles le savent intrinsèquement. Elles le savent. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles protègent des agrégats matériels. Moi, j'ai envie de leur dire, pardon, ce n'est pas pour les gueuler, mais j'ai envie de leur dire qu'elles sont paresseuses. Parce que c'est parce qu'elles protègent des agrégats matériels. On est marié au compte bancaire. Non, vous avez 2 mains, 2 pieds. L'homme, il est un partenaire que vous allez consulter, qui vient vous consulter et qui a le droit de marcher et de marcher tête haute. 2 choses. La femme qui attend que l'homme ne reste qu'entre ses pieds à elle, il y a de la folie dedans. Et l'homme qui se laisse aller à ce type de pensée, qui a des problèmes pour recevoir son amante, pour aller la voir, je l'appelle un homme totalement émasculé. Et donc, on est dans une société absolument féminisée. Et moi, ça me chagrine. Il faut que les hommes redeviennent des hommes. On a besoin d'eux, des gens donc, comme des moi. hommes avec plusieurs. Des gens comme moi, ils ont besoin d'eux. Alors, finalement, la revanche de l'amante, c'est quoi? C'est un plaidoyer? Alors, c'est vous, le critique journalistique. Mettez-y le nom que vous voulez. Moi, je crois que c'est parce qu'il faut que je présente mon livre, qu'il faut que j'en parle, que je suis obligée de mettre des mots dessus. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Je l'ai dit
par des textes poétiques. Oui. Mettez-y les noms. Comme on le souhaite. Est-ce que c'est un plaidoyer? Il y a d'autres qui m'ont appelé idéologue, il y a d'autres qui m'ont trouvé militante, il y a d'autres. Moi, je ne fais que écrire des poèmes et passer. Si on me demande de dire ce que j'ai fait, je dis j'écris des poèmes et c'est tout. Et c'est tout. Mettez-y le nom qui vous arrange, Alors, que vous trouvez le plus juste. Pourquoi avoir parlé de l'amante et pas de l'amoureuse? Parce que quelque part, c'est un peu provocateur. Le principe de base dans la définition de l'amante, c'est que c'est une personne de sexe féminin avec qui on vit en bonne intelligence d'un point de vue de l'intimité. Et le postulat de base derrière l'amante, c'est que c'est la personne vers qui on va justement à cause de la passion amoureuse. Oui. Parce qu'on est censé avoir déjà une épouse qui est dans un rôle absolument dans ce que j'appelle la fonctionnalité. Et donc, je trouve que ce serait léger de parler de l'amoureuse tout court. Parce que même l'épouse est amoureuse. Même l'épouse est amoureuse. Donc, il y a déjà l'épouse, maintenant il y a l'amante. Voilà, c'est des statuts qui se valent ou qui se tiennent. Quand je dis dans le texte d'ouverture, épouse-la, épouse-moi, nous avons l'univers à naître et sa souffrance à curer. Et dans le texte de clôture, épouse-les, épouse-moi. Si tu les épouses, tu m'épouses. Si tu m'épouses, tu les épouses. C'est parce que je suis pleinement consciente de ce que ce n'est pas seulement la question de la passion amoureuse qui est évoquée, qui va soutenir le texte. Je suis en train de penser à un modèle de mariage parfait, dans lequel on ne ment pas, dans lequel on ne se ment pas. Non seulement on ne ment pas aux autres, on ne ment pas à l'autre, on ne ment pas à la société, mais on ne se ment pas à soi-même. Dans la revanche de l'amoureuse, ça ne me semblait pas suffisamment porteur de sens. Par contre, la revanche de l'amante, ça me semble cristalliser effectivement la pensée que j'avais en écrivant. Vous avez d'ailleurs dit dans votre présentation que physiologiquement, la femme n'était préparée qu'à avoir deux rapports sexuels par mois. Et donc, il faut aller ailleurs après. Alors, elle vous est restée entre... Non, mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé depuis 2 semaines. Parce qu'effectivement, ça a quand même bousculé... Non, mais c'est la stricte réalité. Écoutez, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, je crois que je l'ai dit ailleurs, que ce qui m'intéresse, c'est le vrai. Ce n'est pas les jeux de pouvoir, ce n'est pas les jeux de contrôle, ce n'est pas l'inscription dans une matérialité ou dans un matérialisme, j'ai envie de dire, clivant. Ce qui m'intéresse, c'est le vrai. Oui. Et qu'on dise que les femmes ont des désirs parce que les féministes sont montées, elles sont descendues avec tout un ramdam autour des choses qui pouvaient avoir une base sérieuse, mais qui sont allées se dilatant et se fabriquant un univers mesquin sur le long terme. Qu'on soit d'accord avec les femmes parce qu'elles ont besoin d'espace pour s'exprimer. Oui, c'est une base, mais il faut qu'en toute chose, que le vrai demeure. Et ce qui est scientifiquement prouvé, ce qui est physiologiquement réel, c'est que la femme n'a besoin de l'homme d'un point de vue sexuel dans son corps que quand elle est en période d'ovulation. Oui, donc pour faire des enfants. Et c'est 2 jours. Oui. Que ce soit pour faire des enfants ou pour avoir le plein plaisir sexuel. Le plein plaisir. Après, c'est autre chose. Après, c'est des questions de culture. C'est qu'il faut satisfaire un homme qu'on pense qu'on va devoir enfermer. C'est qu'il faut avoir le sentiment que, comme les copines ont dit, nous aussi on a une certaine vie. C'est qu'il y a tout un système d'éducation qui fait que les femmes mentent, qu'elles se mentent, que les hommes mentent, qu'ils se mentent, que tout le monde soit dans un fatwa où le mensonge est la reine de toutes les manières le mensonge est le maître mot. Et je dis dans le texte qu'il faut qu'on en arrive à démanteler le simulacre parce que c'est une gigantesque mascarade qui est en train de se faire. Puisque les gens ils vont devant monsieur le maire, je te promets fidélité, en faisant des grands signes derrière à l'amante qui est dans la salle. On se voit le soir. Parmi les invités. Le même soir. Pendant que le mariage devra être consommé, c'est autre chose qui sera... Mais c'est quoi ce grand mariage? Donc il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de petits banditismes, j'appelle les hommes. C'est pour ça que je les trouve un peu émasculés. Parce que pour moi, l'homme représente l'entité de la justice, de la vertu. Et c'est lui qui impulse la justice et l'équité. Donc l'homme ne devrait pas se cacher. On ne se cache pas. Il devrait affirmer à son épouse que voici mon amante. On ne se cache pas.
on ne ment pas, on ne manque pas d'être équitable. Écoute, je t'ai aimé, toi, la première. Je n'ai pas cessé de t'aimer parce que vous aimez votre femme comme vous aimez un chien, comme vous aimez une barre de chocolat. Le terme aimer est extrêmement dilatant. Je ne sais pas si on est d'accord sur les... Non, mais bon, il faut bien va. que... Non, ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand vous dites aimer, attention au contenu que vous mettez. Donc, il aime sa première épouse, le monsieur, sa première compagne, la première femme qu'il a rencontrée. Mais il n'en aime pas moins la seconde. Et il n'en aimera pas moins la troisième. Et la quatrième. Et la millième s'il le faut. Le principe de base, c'est qu'à chacune de ces rencontres, le regard qu'il pose sur la femme en question ne doit pas être un regard impudique. C'est là toute la revanche de l'amante. C'est que le regard que l'homme pose sur la femme, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, le regard qu'il pose, c'est un regard de protection et non de prédation. Si c'est un regard de prédation, parce que qu'est-ce qu'il va faire avec l'amante, puisqu'il a déjà il a déjà ferré quelque... Non, c'est même pas elle qui l'a ferré, son épouse. Il s'est ferré lui-même, ce que je trouve un peu dégueulasse. L'homme ne devrait pas porter d'anneau. L'homme ne devrait pas, la femme si. Donc, il s'est déjà ferré le doigt, il a ferré le doigt d'un tiers en promettant des choses et d'autres. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? La réalité le rattrape, c'est que son cœur va battre pour quelqu'un d'autre. Et son cœur va battre à tout casser. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, si il je va comprends commencer bien... à rentrer sous le boisseau pour réaliser cette Si je affection-là. comprends bien, Anne-Rachel, l'homme ne doit pas porter de bague au doigt. Dans l'imaginaire que je déploie, l'homme est souverain. Après Dieu, c'est l'être humain de sexe masculin. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever lui de temps qui en temps, lorsqu'on va à la conquête, on enlève la bague. Voilà les choses que vous De faites. temps en temps, on enlève la bague, on dépose, on garde dans le costume. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire, et c'est ça qu'il faut cesser de faire. C'est pour ça que dans le système social que moi je m'imagine, je me représente un homme qui ne met pas d'anneau au doigt, mais qui en met au doigt de la femme. Et quand il a déjà mis sur le doigt de telle femme, un autre homme ne doit pas regarder une telle femme parce qu'elle est prise. Et à chaque femme qu'il va regarder, avec tendresse et qu'il va passionnément aimer, il mettra une bague. Et il fera de toutes ces femmes ses compagnes. Un homme doit avoir un harem. C'est pour cela que lorsque vous avez... Oui, c'est comme ça. Vous n'êtes pas féministe du tout, hein? Non. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez dans féministe, parce qu'ailleurs, vous allez me retrouver dans des circonstances où j'ai le sentiment que la femme est maltraitée, vous allez me retrouver virulente. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir la mesure de ces féminismes-là. Il faut avoir la mesure de ces amours-là. Il faut avoir la mesure de la manière de penser la relation à l'autre. L'homme a le devoir de protéger. Je dis dans le texte qu'il faut faire attention aux dispositions transitoires d'après la chute. Ça veut dire que je conçois, avec la Bible, qu'au départ, il y avait un seul homme pour une seule femme. Mais il y a eu un ensemble de métamorphoses depuis qu'il y a eu la chute. Avec la femme qui a commis une grosse gourde. Et donc, à cause de cette chute-là, il y a un ensemble de dispositions qui se sont mises sur pied. Et qui se sont mises sur pied. Et donc, ces dispositions-là prévoient que l'homme soit celui qui restaure le bien-être de la femme. Une femme qui n'est pas accompagnée, ma foi, je trouve ça triste. Et une femme qui est accompagnée de quelqu'un qu'elle n'aime pas, je trouve ça triste. Donc, je peux être féministe dans la mesure où je pense qu'en fin de compte, pour qu'une relation soit, c'est la femme qui décide. Vous la regardez, vous allez vers elle, mais c'est elle qui vous accepte ou pas. C'est vrai. Voilà, si elle ne vous a pas accepté, vous allez avec votre cœur en panache, point barre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai deux phrases que les hommes ont souvent l'habitude d'utiliser. Il y en a qui disent que c'est le dehors qui arrange le dedans. D'accord ou pas d'accord? Jean-Jacques, j'ai le sentiment que vous me sortez complètement de mon texte. Je ne veux pas rentrer, pardon d'utiliser cette expression-là, mais dans la poubelle capitaliste qui a pignon sur rue actuellement et qu'on appelle mariage. Je ne veux pas rentrer dedans. Parce que c'est, pour moi, pardon de le dire ainsi, mais j'ai extrêmement du mépris pour les mariages tels que je les vois actuellement. Qu'ils soient dans le système monogamique ou dans le système polygamique. Et plus encore dans le système monogamique qu'ailleurs. Parce que après, c'est un accouplement de petits brigands que moi je vois en face de moi. De petits brigands, hommes comme femmes. Et donc je ne veux pas rentrer là-dedans pour justifier, accréditer, entériner. Non, je ne vais pas rentrer dans ce système-là. Moi, je suis en train de promouvoir un autre, dans lequel la base, le substrat premier
de toute relation aura été que le cœur des parties en présence batte à l'unisson. Et c'est une chose qui ne peut pas se faire pour deux personnes à la fois. Un homme ne peut pas avoir la passion dévorante pour deux femmes de façon identique au même moment. Oui. Il y a toujours un ordre de préséance. Il y en a une qui est aimée aujourd'hui et l'autre qui sera aimée dans demain 2, 3, 4 ou après-demain. dans 10 ans. Il y a des cycles. Oui. D'ailleurs, je le dis dans le texte, dans le Tout à poème fait. intitulé Rotation. Chacune son tour, en boucle et en cycle. Alors, Donc, est-ce que c'est le dedans qui arrange le dehors? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle dehors. bon, voici la deuxième phrase sur la définition de la polygamie. Beaucoup estiment que la polygamie, ce n'est pas le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, mais le fait pour chaque femme d'avoir au moins un homme. Au moins, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'avoir plus? Non, je ne... la polyandrie Ou alors d'avoir au moins une- son homme. est une... Voilà, là-dessus, on est d'accord. Oui. Et l'homme d'une femme est l'homme de cette femme-là. C'est pour ça Oui. qu'à l'entame de mon texte, vous voyez le texte, la citation d'Ananda Devi qui dit « Quand tu es avec moi, tu te partages qu'avec moi. Quand tu pars, ça sous-entend que quand tu pars, tu te partages pas avec moi. » Et à ce moment-là, c'est pour ça que moi je suis très... Je ris beaucoup des chansons comme celle de cette chanteuse québécoise ou de cette chanteuse française qui dit... je m'inventerai reine pour que tu m'aimes, j'irai chercher les marabouts d'Afrique, machin, pour que je serai tout. Il est impossible pour une femme d'être tout à la fois. Oui. Les féminités sont disséminées et l'homme en cherche, trouve une part de féminité Donc il y a chaque côté qui le comble oui. dans chacune des femmes, jusqu'à ce qu'il trouve celle avec qui les atomes sont vraiment crochus, mais sans jamais se départir des autres. Parce qu'il y a un rôle de protection, un système fonctionnel qui se met en place. Mais ce système ne peut se mettre en place qu'après le substrat de la passion amoureuse. Après le substrat de la passion amoureuse. Alors, à qui s'adresse le livre? À tout le monde, homme comme femme D'abord aux hommes, ensuite aux femmes. Parce que moi, je pense que l'homme, c'est la semence première et l'agent premier d'exploitation et de développement, de conception, de développement et d'exploitation de l'éducation. Et parce que les hommes ont raté, ont échoué, on est dans une société complètement féminisée. Et donc le livre s'adresse d'abord aux hommes, Oui. ensuite aux femmes qui peuvent se sentir blessées parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se remettre en question et d'accepter la vérité de leur propre être, mais qui, en fin de compte, comme l'épouse dans le texte, finiront par dire « Ma foi, elle peut bien avoir raison. » Parce que c'est dans la manière dont la relation maritale se conçoit à partir de l'amante que les femmes trouveront leur plein épanouissement en termes d'émancipation. Parce qu'elles ne pouvant pas être tout à la fois, elles trouveront le moyen d'être quelque chose à un moment, quelque chose d'autre à un autre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles trouvent la paix avec elles-mêmes. Et finalement, le livre s'adresse aux jeunes gens pour que demain, qu'ils fleurissent dans notre rêve. Je dis dans le texte qu'il faut fleurir d'un rêve sans tradition ni progrès. Parce que la seule chose qui demeure et qui est la vérité de base, c'est la passion amoureuse. Donc les jeunes gens doivent s'approprier ce livre-là dès l'âge de 10 ans pour apprendre à aimer et à aimer vrai. Il faut que les garçons soient prêts à être à mesure de porter plusieurs épouses sans jamais faire du tort à aucune. D'accord. Et que les filles soient prêtes à comprendre et à accepter la nécessité d'appartenir et de se tisser à elles-mêmes leur propre destin tout en étant accompagnées d'un homme. Si c'était un homme qui tenait ce discours, je suis sûr que les femmes allaient rougir de colère. Mais c'est une femme, Anne-Rachel Aboyoyo, qui est avec nous et qui nous a donné quand même la quintessence, enfin une petite portion de ce que son recueil de poèmes peut contenir. La Revanche de l'amante est disponible un peu partout. Oui. Vous pouvez la voir dans les librairies et tout le reste. Peut-être il y a un numéro particulier où ça ma va. foi, il n'y en a pas besoin puisque les librairies sont déjà disponibles. Un peu partout. Voilà, dans toutes les grandes librairies. Vous allez lire et vous allez vous faire votre propre idée. En tout cas, merci Rachel, Anne-Rachel d'être passée à la radio et surtout on espère que dans d'autres circonstances, on aura plus de temps Voilà.
pour parler davantage. Bon, alors moi j'ai un tout petit peu la trouille de la parole publique parce qu'elle peut vous rendre objet d'une certaine perception. Oui. Mais puisqu'on est dans une société qui utilise les mass médias pour la communication, alors j'ai souscrit. Après vous avoir résisté un tout petit peu, quand même, oui. Quelqu'un m'a mis le pied à l'étrier. Je voudrais lui adresser toute ma gratitude et surtout parce que c'est un puissant soutien émotionnel pour moi. Je vais citer Monsieur Bekolo, je vais dire Babé Mongo, qui m'a dit alors tu y vas. Et donc en espérant que je n'ai pas été vraiment un navet, merci de m'avoir accueilli. En tout cas, merci. Bonne suite. Katala munja pulu de bove jita Ambo we pupa we yole nanatunge bochongo Mimbunga mbobe ikwemba bulema na mende no banyolo bukato jenewa na sente wa muto bon bulu na simonga ya sona di kwale dudu iboki